Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Black Spirit Heroes. J'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné d'un homme inspirant, un artiste connu de tous dans la sphère francophone rapologique, mais également un entrepreneur, un athlète, un globe-trotter et plus récemment un auteur, écrivain d'un ouvrage ici en ma possession. Il s'agit de Monsieur Ousmane Badara. Salam alaikum mon frère. Wa alaykoum salam, paix à tous les frères dans le monde entier. Que la paix soit avec vous tous, chacun a son nom et son prénom. Et merci de m'offrir l'opportunité de venir m'expliquer dans ton émission. Et surtout, Inch'Allah, s'adresser à nos frères, à nos continents, à nos co-religionnaires et à tous les opprimés du monde entier. Vraiment, c'est un honneur d'être là et merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je tenais à te remercier pour ta présence. Je me suis jamais caché d'apprécier le personnage que tu es, ce que tu représentes en termes de prise de position, d'intégrité, de discours et de tout ce que tu as pu apporter en termes d'état d'esprit pour la communauté. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours reconnu. Et étant donné que là, j'ai l'occasion de t'avoir en face de moi, je te le dis de manière de vive voix, parce que je pense que c'est important de souligner les qualités des individus, même si des fois on a des points de divergence. Ça fait partie pour moi de la maturité d'esprit, de dire les qualités, de les souligner, de reconnaître le potentiel et les facultés chez chacun d'entre nous. Bon, que dire, hein, frère? Tu sais, moi, pour moi, c'est un devoir envers notre patrie, le Sénégal. Mais quand je parle du Sénégal, ça, ce sont les tracés coloniaux. Et pour moi, je ne fais aucune différence entre le Sénégal, le Mali et le sud de la Mauritanie. Voilà. Donc, le bien que je souhaite pour le Sénégal, c'est le même bien que je souhaite pour le Mali et le sud de la Mauritanie. Et par extension, une partie du Burkina, une partie de la Guinée. D'accord? Donc, que Dieu me préserve, moi, de faire la différence entre ces pays. Pour moi, ça, c'est le grand empire de l'Afrique de l'Ouest qui doit peser comme si on était des Ottomans noirs. Voilà. Moi, c'est dans ce sens-là que je parle. D'accord? Donc, ces histoires de frontières coloniales, pour moi, ne veulent rien dire. Non, bien sûr. Et chez les populations, nos populations, quand il va à l'est du Sénégal, à l'ouest du Mali, au nord du Sénégal, au sud de la Mauritanie, ces différences ne veulent rien dire. D'accord. C'est vrai. Donc, nous devons sortir de ce logiciel. Donc, pour moi, tu es un enfant du pays. Donc, quand il m'appelle, donc, c'est un devoir. C'est un devoir. D'accord, c'est un devoir. D'accord, c'est même pas, il y a même pas, j'ai même pas à réfléchir. Non, ça me plaise ou pas. C'est pas aussi spontané et automatique pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même état d'esprit que ça. Donc, pour ça, il faut le saluer. C'est de plus en plus rare de nos jours et il faut le préciser. Et c'est tout à ton honneur, en tout cas. Je peux que être reconnaissant parce que c'est important d'avoir des grands frères qu'on a bon état d'esprit. Pour moi, je considère que les grands frères, nos aînés, ils doivent montrer l'exemple. Ils doivent montrer l'exemple parce que c'est sur eux, c'est ceux qui sont visibles, c'est eux qui ont eu plus d'expérience que nous, c'est eux qui sont passés par des endroits où nous on n'est pas encore passés. Donc si eux ils ont le bon comportement et la bonne attitude, forcément nous derrière ça pourra que être bénéfique pour nous. Voilà. Moi en tout cas, comme je te dis, que ce soit maintenant ou avant, il n'y a pas un Sénégalais sérieux qui m'appelle que je ne vienne pas. Il n'y a pas un Malien sérieux qui m'appelle que je ne vienne pas. Il n'y a pas un musulman sérieux qui m'appelle que je ne vienne pas. Il n'y a pas un frère en humanité sérieux qui m'appelle que je ne vienne pas. Mais a priori, un frère de mon pays qui m'appelle, alors là, voilà, je ne discute même pas sur ancien ou pas. Voilà, c'est pas de souci. Voilà. Donc, avec la même honneur que je viens chez les Sherman, les mêmes que je viens chez toi, les mêmes que je viens chez Freeze, c'est la même chose pour moi parce que vous tous, vous servez la même entité. Vous servez la même entité, l'Afrique, la grande Afrique de l'Ouest. C'est ce à quoi on aspire en tout cas. Voilà. Après qu'Allah nous facilite tous. Amin. Avant d'aborder le contenu de ton ouvrage qui est ici, comme je l'ai dit dans l'intro, les vrais négros ne meurent pas. Avant de rentrer dans le contenu, j'aimerais qu'on aborde quelques aspects au niveau de la forme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre, comment tu t'y es pris sur l'écriture, combien de temps ça t'a pris au niveau de la distribution, au niveau de la publication, de la réalisation, les partenaires, enfin vraiment essayer de comprendre
l'envers du décor avant même de rentrer dans les messages que tu as pu véhiculer. D'abord, pourquoi avoir appelé le livre Les vrais négros ne meurent pas? Mais parce que, pour moi, celui qui croit en Dieu réellement, il sait que ce monde n'est qu'un passage terrestre et Dieu lui a promis de ne pas mourir. D'accord? Dieu, il a dit dans le Coran, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens, vous pensez qu'ils sont morts, c'est qu'ils sont morts dans son sentier, mais ils ne le sont pas en réalité. Mais vous ne le savez pas. Nous, les Noirs, nous sommes le peuple le plus opprimé sur Terre. Il n'y a pas à parler là-dessus. C'est pas une question de victimisation, ouais, c'est un constat réel. Je suis d'accord. C'est un constat réel. D'accord? Quelque part. C'est en partie de notre faute, mais en partie aussi de la condescendance des autres. Donc, c'est une épreuve pour nous de vivre comme ça. Et que si nous arrivons à dépasser cette épreuve en étant nous-mêmes, d'accord, en acceptant cette épreuve que Dieu nous a imposée, on ne sera pas mort. D'accord? C'est ça que cela veut dire. D'accord, ok. D'accord. C'est ça. Les vrais négros ne meurent pas. D'accord. Et donc, et toute personne aussi, même si elle n'est pas noire, si elle aspire à cette épreuve de justice, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui sont opprimés. Bien sûr. Les Noirs sont les plus opprimés, mais il n'y a pas que eux qui sont les opprimés. Bien sûr. Si elle accepte cette épreuve sans pleurnicher et qu'elle la combatte, qu'elle gagne ou pas, elle ne sera pas morte, cette personne. Aux yeux de Dieu. C'est ça que je veux dire. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ça ne s'adresse pas à tous les Noirs, ça s'adresse aux Noirs méritants qui veulent vraiment combattre. Qui veulent sortir de cette condition. Voilà, qui veulent combattre. Voilà, qui acceptent cette épreuve avec honneur de la part de Dieu et qui savent qu'à la fin de ce parcours terrestre, ils seront toujours gagnants. Voilà, qu'ils gagnent ici-bas ou pas. Voilà, c'est ça. C'est un livre qui pèse son poids. C'est pas un petit bouquin. Machallah, il est beau. C'est un livre qui est beau, esthétiquement. Moi, j'ai choisi l'édition Gold. L'édition Gold, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. J'ai vu qu'il y avait plusieurs pochettes. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes pochettes, le sens, à quoi ça correspond? La véritable couverture, c'est celle avec le bleu, blanc, rouge. Oui. C'est celle-là. Et pourquoi le bleu, blanc, rouge? Il y a un petit frère qui m'a dit, ouais, frère, tu nous manques de respect en mettant un singe. Je lui ai dit, cher frère, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la réalité et il y a ce qu'on appelle la perception. Et l'homme stupide, c'est toujours celui qui essaie de résoudre les problèmes à partir de la réalité. On résout les problèmes toujours à partir de la perception. Le problème que nous, les Noirs, nous avons aujourd'hui, c'est un problème de perception. La perception de la plupart des êtres humains qui vivent sur cette terre, c'est que nous sommes des primates. Partons de ce problème pour résoudre notre épreuve. D'accord. Le jour où on sera vivre comme des lions, on n'aura même pas besoin d'écrire ce genre de livres. Voilà. Donc, je ne suis pas dans la flatterie. Je ne suis pas là pour te cirer les pompes. D'accord? Je suis là pour te dire comment tu es vu. Pas qui tu es. Comment tu es vu. D'accord, ok. C'est important que tu le précises. Voilà. Parce qu'on peut tomber dans le piège de se dire, attends, comment ça se fait qu'il nous met une image d'un singe alors que... Parce que beaucoup de Noirs aiment la facilité. Oui, les raccourcis. Les raccourcis. Des sentiers battus. Une sorte de paresse intellectuelle dans laquelle on nous a conditionnés les 4 derniers siècles. Mais je suis sûr que les Noirs du Moyen-Âge, quand ils auraient vu ces livres-là, ils auraient compris tout de suite. Parce que c'était des gens très conscients de leur environnement, d'où ils vivaient. D'accord? Donc, c'est ça que cela veut dire. D'accord. C'est ça que cela veut dire. Voilà. Okay. Et donc, il faut toujours faire la différence entre la perception et la réalité. Vous allez dans n'importe quel coin du monde, même chez les gens les plus pieux, qui se disent parfois proches de Dieu. Dès qu'ils s'adonnent un tout petit peu à leur passion, ils voient les Noirs comme des primates. Ça, c'est la perception, ce n'est pas la réalité. Ça ne veut pas dire que les Noirs sont des primates. Et il faut résoudre ce problème. D'accord? Pas en le cachant, pas en le niant, bien sûr, mais en faisant face à ce problème. Et si on fait face à ce problème, Inch'Allah, peut-être que d'ici 2, 3, 4 décennies, on arrivera à le résoudre. Voilà. Donc le but, c'est de ne pas de se faire aimer, c'est de se faire respecter. Voilà. Et pour respecter, il faut faire face au problème. Bien sûr. J'ai remarqué qu'il y avait une couverture aussi avec le blason du Burkina Faso. Non, c'est le blason du Mozambique. Le Frélimo. C'est un blason de communiste. D'accord. Mais tu sais, c'est des Noirs combattants. J'aime beaucoup tous ces lysophones-là. Avec Samora Machel.
des négros qui étaient sans pitié. Sans pitié avec l'ennemi. Et quelque part, bon, c'était pour leur rendre hommage. C'est un clin d'œil que tu Voilà. Donc, vous voyez, il y a l'étoile communiste en haut. Il y a même il y a la Kalachnikov là-dedans. C'est ça. Il y a les livres. Il y a le maïs qui représente l'agriculture. Il y a l'eau, l'océan, qui représente toute l'Afrique. Mozambique, ce Mozambique-là avait réussi à résumer sur son drapeau, son emblème. Toutes les dimensions. Toutes les dimensions que l'Afrique devrait avoir. L'éducation, l'agriculture, le travail, le combat. Et surtout notre belle géographie. D'accord. Voilà, c'est pour cela. Heureusement c'est un peuple avec lequel toi et moi, on n'a presque aucun lien. C'est vrai que je pas du tout là-dessus. Faire un lien. C'est le Frélimo du Mozambique. D'accord. Voilà. Merci pour la précision, parce que je n'étais pas du tout là si j'étais sur le Burkina Faso. Donc au moins, c'est rectifié. Donc le Frélimo du Mozambique avec le grand Samora Machel. Merci pour la référence. On va aller regarder ça de plus près. Inch'Allah. Combien de temps t'as mis pour écrire ce livre? Ce livre, je peux dire que je l'ai démarré en 2014 et je l'ai terminé vers janvier, février 2023. Voilà. Parce que moi, je ne me considère pas comme écrivain. Voilà, je ne me considère pas comme auteur. Donc, j'estime que ce sera vraiment mon seul et véritable livre. Le restant de ma vie, je vais passer à l'améliorer. Je vais essayer d'ici 10 ans, écrire encore 5 à 10 articles. D'accord. Pour le compléter. Voilà. Mais je trouve que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Voilà. Parfois, il n'y a pas besoin d'écrire 1000 livres. Bien sûr. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin d'écrire 1000 livres. Donc, mon objectif, c'est avec le temps, l'améliorer. Mais je sais que, en tout cas, j'ai déjà dit 90% de ce que j'ai à dire dans le livre. Donc, il y aura toujours un angle que j'ai pas bien compris, ou des problèmes que j'ai mal analysés, ou des trucs que je n'ai pas encore connus. Et si Dieu me donne l'occasion de les affronter dans la vie, je les exprimerai toujours dans le cadre de notre lutte, quoi. D'accord. Mais voilà, donc mon but, c'est de fournir un manuel à nos frères de l'Afrique, tout noirs, méritants, afin qu'ils soient respectés. Voilà. Comme Machiavel a fait avec le prince. Voilà. Comme Machiavel a fait avec le prince. Voilà. Des ouvrages qui vont traverser le temps. C'est ça l'objectif. En tout cas, c'est ça son objectif. Mon objectif, c'est que 400 ans, 500 ans, voilà, qu'ils soient étudiés dans les universités des africaines, et même dans le monde, bien sûr. puisque Machiavel aujourd'hui, on l'étudie en Afrique. Non, c'est universel, c'est des concepts universels. Voilà, c'est des concepts universels. Voilà. Seulement, il est concentré sur les Noirs, mais on peut le démultiplier partout dans le monde. Bien sûr. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ça mon objectif. C'est qu'il soit enseigné dans les universités, qu'il soit dans les bibliothèques de tout Noir méritant, et que, Inch'Allah, si on arrive déjà à atteindre ce but, qu'il soit aussi transmis à toute l'humanité. Parce que c'est avant tout un livre de justice. Voilà. C'est pas un livre de fanfaronnade. Non, mais... Voilà, c'est pas un livre de pseudo-suprématie noire. Je n'y crois, j'y ai jamais cru. Voilà, c'est un livre de justice. Pour l'avoir lu avec une attention particulière, je confirme, et on va en reparler un peu plus tard dans l'interview. Je voulais te demander au niveau de la conception, parce que je vois que c'est un livre qui est très bien fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, visuellement, il est beau, il est lourd, on sent qu'on a un vrai livre dans les mains. Moi, quand il est dans ma bibliothèque, il prend de la place. C'est un des plus hauts. Et je me dis, bon, t'étais artiste, t'as produit beaucoup de CD. Là, t'es passé dans le monde littéraire. Comment ça s'est passé, la production? Est-ce que t'as pris un contrat avec une maison d'édition? Comment ça s'est passé, le livre? Comment on fait pour sortir un livre comme ça? J'ai fait tout seul. J'ai fait les photos moi-même. J'ai écrit les livres moi-même. Car il n'est pas question, d'ailleurs c'est pour cela qu'il m'a pris du temps, 8 ans, il n'est pas question qu'un étranger vienne m'aider. Ouais. Je veux parler à mes grands frères, je veux parler à mes petits frères, je veux parler à mes petites sœurs, je veux parler à ma mère, je veux parler à mes enfants, je veux parler à mes grands-parents. Donc faut que ça vienne il faut que tout vienne de moi. Ouais. Les photos, je ne suis pas photographe. Mais les photos, il faut que je les prenne dans l'angle où je veux leur parler. J'ai pris les photos moi-même. D'accord? La production, je veux l'intervention de personne. J'ai pris mon argent personnel, j'ai mis mon livre. La distribution, j'ai fait mon site. Je ne veux que personne intervienne dans la vente de mon livre jusqu'à que mes frères sachent
qu'on peut le faire tout seul. Ouais. Voilà. Ouais. Une fois que j'ai fait tout seul, si je veux maintenant pour vraiment le vulgariser dans le monde entier, là, je peux utiliser d'autres canaux, d'autres moyens. D'accord. Mais pour l'instant, c'est moi le producteur, c'est moi le photographe, c'est moi l'auteur, c'est moi le distributeur. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai dépassé les 1000 exemplaires. D'accord. Il n'est vendu que sur mon site. Je l'ai fait exprès. J'aurais pu le mettre sur Amazon et d'autres sites. Voilà. Mais j'ai fait exprès parce que pour vraiment accommoder notre peuple avec cette noblesse d'acheter un livre. D'accord. Voilà. De laisser tout ce qui est accessoire et de se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour faire tout ce que tu as dit, pour la conception, pour la distribution, pour le faire? Parce que tu as tout fait tout seul. Moi, je me dis, mais le frère, il est multicasquette, mais ça a été simple ou tu as rencontré des difficultés particulières? Certainement, il y a des difficultés. Mais l'amour avec lequel, franchement, cette œuvre-là, j'ai abordé, tellement, tellement ça me fait plaisir de faire ce genre de travail, je ne vois même pas de difficulté. Mais certainement, si je commence à creuser, je vais, ah ouais, ça c'était difficile. Mais franchement, c'était de l'eau pour moi. Voilà. Tous les obstacles, c'était rien pour moi. C'était rien. Voilà. Le plus grand obstacle pour moi, c'était d'avoir une bonne plume, m'exprimer bien. Et c'est ça qui m'a le plus pris du temps. D'accord. Il y a des articles, je les ai corrigés au minimum 50 fois. Par Allah, quand je te le dis, frère, je n'exagère pas. Et le but, c'était quoi? Tu recherchais la rigueur, l'excellence. La rigueur. Ne pas faire le fanfaron philosophe, mais parler sérieusement avec mes frères. Voilà. Si vraiment il y a une difficulté, c'est vraiment écrire d'une manière vraiment convenable et sérieuse face à mes frères. On le ressent. Voilà. On le ressent. On va le dérouler après. C'est des points que je vais aborder aussi, mais c'est clair que ce que tu dis, voilà, tous ceux qui l'ont lu de toute manière, ils pourront témoigner. Ils pourront témoigner de la beauté, de l'esthétique, de la syntaxe. Moi-même, j'ai été agréablement surpris quand j'ai lu certains passages et on va vous en faire découvrir pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre. Mais il y a certains passages, comme je te dis, quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit, j'étais limite surpris. Je me suis dit, mais moi, le Alpha 520, que je connais des sons, de la musique, là, ce que j'ai lu, je me dis, quand je veux le voir, je me demandais quand même, est-ce qu'il y a eu quelqu'un derrière qui est repassé, qui a fait des syntaxes, parce que les tournures de phrases et tout, je me dis, là, on est dans un niveau quand même. Et c'est sans complaisance, hein. C'est pas dans le but de flatter pour rien, comme ça. Là, je te dis sincèrement, moi, je lis suffisamment, enfin, je lis quand même pas mal de livres. J'essaie de m'imposer une rigueur intellectuelle au niveau de la littérature. Et quand j'ai lu ton bouquin, je me suis dit, il y a un niveau, en fait. J'ai le frère, il nous a caché les talents parce que c'est bien dit, c'est profond, c'est spirituel. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a parlé. Moi, en tant que noir, musulman, sénégalais de quartier, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça fait plaisir de savoir qu'au sein de notre communauté, on a aussi ces compétences-là. C'est pas que football, acteur, il y en a, on a des gens qui savent écrire. Voilà. Et ça fait kiffer. Franchement, ça fait plaisir. Voilà. Mes frères, moi, t'es mon frère. Je te respecte. Machiavel, il avait peut-être peur des princes. Il avait une rigueur quand il écrit un prince. Quand je t'écris, c'est comme si je parlais à un prince. Tu respectes l'interlocuteur. Voilà, je dois mesurer mes mots parce que toi, t'es mon frère. Je ne parle pas à n'importe qui. Je ne parle pas à n'importe qui. Je dois prendre 8 ans. Si je dois prendre 8 ans, je prends 8 ans. Mais quand je t'écris, il faut que tu dises, ah ouais, le frère, il m'a respecté. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai, et les 1000 personnes, il n'y en a pas un qui m'a dit que je ne l'ai pas respecté. Non, c'est vrai. Voilà, alhamdoulilah. On va rentrer dans le cœur du sujet, dans le contenu. J'aimerais qu'on aborde différents chapitres. Bon, on va pas avoir le temps d'aborder tous les chapitres et c'est pas le but. Le but, c'est pas de spolier le livre. Le but, c'est quand même que chacun d'entre nous puisse le procurer, pouvoir se l'approprier, le découvrir. Mais j'ai jugé utile quand même, lors de notre entretien, d'aborder quelques, pour moi, chapitres fondamentaux. Moi, je voulais faire, dans un premier temps, référence au chapitre 5, Feu dans ton paradis, où j'ai été... il y a beaucoup de concepts dans lesquels je me suis reconnu, beaucoup de prises de position, des prises de position que moi-même j'ai abordées récemment, sur lesquelles je suis en totale adéquation avec ce que tu dis, notamment concernant
ta prise de position par rapport aux imams de France sur la situation des Noirs et surtout le mutisme, le manque de prise de parole de certains imams, qui soient maghrébins ou même autres, hein, des fois, dans nos mosquées en France. La situation des musulmans noirs en France, elle est quand même particulière. Il y a un constat, on a tous remarqué en tant que noirs et musulmans, et il y a effectivement plusieurs positionnements dans notre communauté. Et j'ai trouvé important que tu puisses, dans ce passage-là, préciser certaines choses. Pour toi, comment tu expliques déjà ce mutisme des imams? Il y a cette difficulté à chaque fois de dire les choses de manière franche, alors que les principes de l'islam nous commandent d'être francs et d'être fraternels vis-à-vis de nous. Donc, je pense que la réponse, elle est dans ta question. Les principes de l'islam exigent que l'on soit impartiaux, toujours dans le cadre de la justice, pas dans le cadre d'un pays, d'une race, d'une ethnie ou d'une géographie. Le principe fondamental de l'islam, c'est le principe premier de l'islam, c'est la justice. Parce qu'à reconnaître Dieu même, c'est une justice envers soi-même. Bien sûr. D'accord. Quand on prie, c'est pour être juste après. Quand on jeûne, c'est pour être juste après. Quand on redistribue, on fait l'aumône, c'est pour être juste après. Tout l'islam, il est basé sur la justice. Donc, quand on voit des imams qui veulent nous expliquer qu'ils subissent des pressions pour ne pas dénoncer certains comportements au sein de leur communauté ou dans leur pays, c'est que quelque part, ces imams-là, ils ne vivent pas l'islam comme ils devraient l'être. Il faut savoir leur dire ça. C'est vrai. Il faut savoir leur dire ça. D'accord. Imam, ça veut dire quelqu'un, c'est pas seulement qui dirige la prière, c'est quelqu'un qui dirige la communauté musulmane. Quand on dit l'imam Ali, c'est pas parce qu'il dirige la prière. Ça veut dire c'est un guide, un phare. C'est quoi un phare? C'est la lumière vers laquelle tous les bateaux perdus veulent se diriger. Mais si l'imam déjà ne prend pas ses responsabilités, commence à privilégier une communauté sur une autre, d'accord? Et surtout dans des faits qui sont flagrants, c'est qu'il ne mérite pas cet imam-là. Ce poste-là. Voilà, il ne mérite pas cet imam. Moi, je n'appelle pas, comme certains me le font dire, à des imams noirs. Moi, j'appelle à des imams qui respectent le Coran. Peu importe. Parce qu'un imam qui respecte le Coran, il est 1000 fois plus efficace qu'un imam noir. Il nous est 1000 fois plus utile pour notre cause. Nous, on ne cherche pas des imams qui nous caressent dans le sens du poil. On veut des imams qui appellent à la justice. D'accord? Car dans le monde musulman, il n'y a pas que des noirs aussi. Bien sûr. C'est ça la beauté du monde musulman. C'est la multitude, la diversité. D'accord? Donc nous n'appelons pas à que les noirs soient privilégiés. Nous n'en voulons pas. Ça voudrait dire que nous, on est des faibles. Nous, on ne l'est pas. D'accord? Bien sûr. Nous, tout ce que nous demandons, c'est que la justice soit appliquée. Voilà. Mais pour l'instant, elle n'est ni appliquée ni dans leur pays, ni dans leur mosquée. Et donc, si ce n'est ni appliqué, ni dans leur mosquée, ni dans leur pays, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que des musulmans noirs veulent complètement se couper d'eux. Et moi, je fais partie actuellement des musulmans qui appellent à se couper du monde arabe. Je sais que ce n'est pas majoritaire. Voilà. Pas parce que je les déteste, non, je comprends. Mais parce que tout simplement, ils ont complètement dévié du chemin du livre. Voilà. Si on est avec eux, c'est par rapport au livre. Bien sûr. C'est une aventure religieuse, c'est un voyage religieux. Bien sûr. Et le guide, c'est les livres. C'est pas les Arabes. Le guide, c'est les livres. Nous suivons quiconque met les livres en avant. D'accord? Que ce soit un Pakistanais, que ce soit un aborigène, que ce soit un Kanak, que ce soit un blanc converti. S'il met les livres en avant, nous serons derrière lui. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Voilà. Et de manière pragmatique, parce que moi je suis d'accord avec ce que tu dis, et c'est la position que je partage également, c'est le constat que j'ai fait également. Maintenant, moi j'aimerais qu'on essaye de trouver maintenant des solutions concrètes pour les Noirs de France, musulmans, qui sont contraints, entre guillemets,
d'être confrontés à certaines situations discriminantes, qui ont conscience du problème, qu'ils l'ont analysé très bien, qu'ils en sont conscients. Mais maintenant, moi, je me dis, il faut qu'on aille maintenant dans le stade des solutions. Il y avait le frère Ousmane Chimera, je sais, dans une vidéo que j'avais regardée, il expliquait le fait d'essayer de créer des mosquées djihadistes par des Noirs, musulmans, pour régler la problématique de certains problèmes qu'on rencontre dans les mosquées tenues par des Maghrébins. Certains, ils parlent de séparatisme islamique. Enfin, bon, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé pertinent l'idée, tout en sachant qu'effectivement, l'islam ne nous appelle pas à nous désolidariser au niveau des différentes origines. Comme tu l'as dit, l'islam nous appelle à la justice. Mais si on est confronté à un manque de dignité vis-à-vis de notre propre personne en tant que noir, c'est de notre devoir aussi d'arrêter de se plaindre, de dire à chaque fois oui, de réprimander par la parole et par l'émotion ces cas discriminants, et de faire nous-mêmes nos propres structures, mosquées, conglomérats, pour pouvoir pallier ce problème. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'on doit aller dans cette voie-là, ou est-ce que pour toi il y a d'autres solutions, d'autres alternatives? Déjà, le frère Ousmane Temera, il est plus éclairé que moi dans ces sujets-là, parce que c'est un gars qui a fait des études religieuses, des études philosophiques, donc je pense qu'il connaît mieux le sujet que moi. Mais que ce soit sur le plan religieux ou pas, quiconque ne te respecte pas, tu dois te séparer de lui. Voilà. Je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Voilà. Parce que dans le Coran, on ne peut pas dire « Walaqad karramna bani Adam », nous avons ennobli le fils d'Adam, et qu'on reste à prier avec des gens, à côté des gens qui nous manquent de respect. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, je pense que le béaba de l'islam voudrait que quelqu'un qui ne te respecte pas, tu ne pries même pas avec lui. Voilà. Je rappelle que le prophète, dans le Coran al-Karim, Dieu a demandé au prophète de ne pas prier dans certaines mosquées. Parce que c'était des mosquées qui n'étaient pas sincères. C'est l'hypocrisie. C'était des mosquées non sincères. Donc ce n'est pas une innovation. Ce que je dis, ça a été vécu au temps du prophète. Voilà. Il faut que les musulmans ils reviennent toujours vers le livre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on revient vers des nations, vers des intérêts mondains. On ne revient pas vers les livres. C'est vrai. Voilà. Mais je pense que le béaba, donc si le frère Ousmane, il a un collège avec lui qui réfléchit comme ça, je pense que c'est la bonne manière. Donc c'est le béaba, il n'y a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est quelqu'un qui ne te respecte pas, tu ne dois même pas prier avec lui. Voilà, c'est tout. Voilà, moi personnellement, c'est comme ça que je vois ça. Non, je suis d'accord. Voilà, je ne vais même pas passer à gauche, à droite. Voilà. Maintenant, faut concrétiser ça, dans le sens où en France, je connais pas, j'ai pas le listing de toutes les mosquées de France, mais la majorité des mosquées en France, c'est pas des Noirs musulmans qui sont initiateurs de ces projets-là. Dans le concret, la majorité des Noirs musulmans pris dans des mosquées tenues par des frères maghrébins, des fois justes, des fois injustes, mais ils sont contraints parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, mis à part quelques foyers, salles de prière. Mais quand je parle de vraiment des mosquées, c'est des mosquées qui ont une activité, qui ont une certaine superficie et qui peuvent contenir, qui peuvent rassembler beaucoup de personnes. Donc les Noirs aussi, à un moment donné aussi, ils doivent aller dans l'action maintenant pour faire ces choses-là. Parce que en parler, ça va pas conscientiser, ça va... Voilà, on n'avance pas non plus avec la conscientisation et on est beaucoup de Noirs en France, musulmans. On est beaucoup. Et on est capable, je pense. On a les capacités. Maintenant, faudrait qu'on puisse aller jusqu'au bout Mais en tout cas, j'ai cet état d'esprit-là. Je me dis, il faut que les choses changent. Tu sais, chers frères, nous faisons face à deux problèmes. Déjà, avant tout, nous remercions tous les vieux Arabes là qui nous ont construit ces mosquées. Faut être reconnaissant aussi. Voilà. Nous leur sommes éternellement reconnaissants. D'accord? Mais n'empêche que si on doit prendre notre chemin, on doit le prendre. Bien sûr. D'accord? Nous avons deux problèmes au sein de notre communauté, nous les Noirs musulmans. L'organisation et le complexe. Voilà. L'organisation et le complexe. J'ai dit, l'organisation, je peux comprendre. Mais le complexe, il n'a pas de sa place dans l'islam. Quelqu'un qui se soumet à un autre humain comme lui, c'est que tu ne te soumets pas quelque part à Dieu. C'est de la lâcheté. Voilà. Pose-toi la question si vraiment tu suis Dieu ou tu suis l'islam par mimétisme ou par crainte ou par peur ou par pression ou par autre chose.
Moi, je pense, voilà. Mais l'organisation, il faudrait qu'on s'apprenne à mieux nous organiser, nous les Noirs musulmans, avoir nos institutions qui parlent pour nous, qui parlent pour nos intérêts, puisqu'elles ne sont pas représentées dans le monde musulman. Il faut dire la vérité. Voilà, elles ne sont pas représentées. Exactement. Voilà. Et nous, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'un jour, que ces différences-là s'effacent. Bien sûr. Mais nous sommes face à un mur. Voilà. Un mur culturel, un mur xénophobe parfois, un mur raciste et un mur de mépris. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Je suis totalement d'accord. C'est tout. Et vaut mieux parfois prier dans des foyers que prier dans des grandes mosquées. Non, je suis d'accord. Voilà. Vaut mieux prier dans un KGB avec ta dignité que dans une grande mosquée où tu te fais marcher dessus. Voilà. Entre guillemets, quand tu te fais marcher dessus. On se comprend, il n'y a pas de souci. J'aimerais qu'on aborde un autre thème. En plus, tu as déjà embrayé le pas. Tu as écrit 2 chapitres, chapitre 9 et chapitre suivant sur le complexe noir. Donc en 2 parties. Donc, tu as commencé à parler des complexes, mais il y a plusieurs complexes que tu cites dedans. Est-ce que ce sont des complexes qui sont toujours d'actualité pour toi? Mais bien sûr. Bien sûr. Et si tu vas dans le livre, je l'ai spécifié en 2 chapitres. Le complexe noir d'abord, chez les non-musulmans, et le complexe noir chez les musulmans noirs. Le complexe noir qu'on a chez les non-musulmans, c'est un complexe matériel. De vouloir toujours ressembler aux blancs, parce qu'on a été biberonné presque à ça, depuis, je dirais peut-être depuis presque 2 siècles. Et il est plus présent en général en Afrique centrale. Ça s'explique comment ça, qu'il soit présent spécifiquement en Afrique centrale? Vouloir s'habiller comme eux, pas s'habiller, pas naturellement, je parle genre mettre des Gucci, se dépigmenter la peau, se marier le plus souvent avec eux, même quand ce n'est pas nécessaire. D'accord? Ce sont des problèmes qu'on n'aborde pas. D'accord? Ça, c'est le complexe matériel. Mais il y a encore un complexe encore plus vicieux qui se trouve chez certains musulmans noirs, qui est le complexe de soumission et d'infériorité spirituelle. Alors celui-là, il est très difficile à détecter, mais il faut aussi le résoudre. C'est pour cela que j'ai divisé le chapitre en 2. À la fin, vous voyez un sapeur zaïrois. Et à l'entrée de l'autre chapitre, vous voyez une femme noire qui a un chicha. Voilà. Parce qu'elle a été conditionnée dans ça. Et c'est pas lié à l'esclavage et à la colonisation, ces complexes-là, ces stigmatisations? Oui, mais maintenant, quand même, je pense que la colonisation, nous parlons de la colonisation, je pense qu'aujourd'hui, quand même, tous les Noirs méritants ont la bonne information aujourd'hui pour savoir comment ils devraient se comporter. Bien sûr. Comment toi, tu m'expliques que des grands footballeurs qui sont payés des millions, qu'on traite comme des primates dans des stades de foot, dès qu'ils sortent du stade de foot, la première chose qu'ils vont se faire, c'est aller se précipiter dans le magasin Gucci ou Fendi pour ressembler à ceux qui les ont critiqués. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques que des intellectuels africains ne trouvent honneur ou ne trouvent dignité que quand ils sont en train de palabrer avec des blancs sur des problèmes qui ne nous concernent même pas? Ils ne trouvent honneur qu'à formuler des grandes phrases, mais qui sont inutiles, complètement. C'est un bateau qui s'approche des falaises, qui va tomber. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques que des convertis noirs défendent l'esclavage, défendent l'humiliation des Noirs, jusqu'à aujourd'hui actuellement, défendent les régimes arabes sous prétexte qu'ils veulent être musulmans? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Voilà. Nous avons 2 problèmes, un problème matériel et un problème spirituel. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est des constats, personne ne peut dire le contraire, c'est des réalités. Selon toi, comment on peut régler ces complexes-là? Comment on lance ça? Pour toutes ces personnes qui se reconnaissent là-dedans, qui sont touchées par ça, c'est quoi la solution d'après toi? Pour les Noirs musulmans, le retour au Coran et le rétablissement de l'histoire africaine. Voilà.
Par la connaissance. Voilà, par la connaissance. Mm. Voilà. Un peuple qui n'a pas d'histoire Mm. ou qui est inconscient de son histoire vivra toujours à travers l'histoire des autres. On mettra en avant l'Empire romain, on mettra en avant les conquêtes arabes. Nous, ce qu'on devrait mettre en avant, c'est l'Empire du Ghana, le Royaume du Mali, le Songhai, le Kanem Bornou, même s'ils ont eu des travers, le califat de Sokoto, c'est ça qu'on devrait mettre en avant. Bien sûr. Un tout petit peu peut-être les Almoravides, parce qu'on a travaillé avec eux. C'est ça notre histoire. Mais tu as des Noirs aussi qui te parlent que de Haroun Rachid, de Abdelmalik ibn Marwan. Mais ce n'est pas notre problème, Abdelmalik ibn Marwan. Ce n'est même pas un exemple islamique, Abdelmalik. À la limite, tu me parles de Omar ibn Abdelaziz. Je peux te comprendre. À la limite, tu me parles de Youssouf ibn Tashfin. C'est des gens qui ont transcendé, qui étaient dans l'application de l'islam, vraiment. Mais tu me parles des Abbasides, des Omeyyades. Je m'en fous des Abbasides. Il n'y a pas de lien direct avec... Ce n'est pas notre problème. Ils ont fait des bonnes choses, ils ont fait des belles choses. Concentre-toi sur nous, ce qu'on a fait. Donc, si tu avais un message à donner à ces Noirs qui sont perdus, en fait, dans leur comportement, c'est de se réapproprier leur histoire. Voilà. Et d'en être fiers. Voilà. Et s'ils sont musulmans, le retour au Coran. Le retour au Coran. Parce qu'il n'y a rien de plus véridique que le retour. Parce que le retour au Coran, c'est ça déjà qui va te mettre sur le bon chemin. Et si tu es sur le bon chemin, là, tu vas commencer maintenant à trouver les éléments avec lesquels tu vas te réaliser. Je parle pour les musulmans. Ouais. Pour les non-musulmans, je dirais le rétablissement de leur histoire. Quelqu'un du Congo, déjà, apprend le royaume Congo, c'est quoi? Étudie les erreurs du royaume Congo. Étudie les qualités du royaume Congo. Le royaume du Bénin, le grand Zimbabwe, les Zoulous. Étudie tout ça. Mets ça en avant. Même si parfois c'est un siècle, 2 siècles. Combien de civilisations? Charlemagne, il n'y avait qu'un siècle. Ce qu'on appelle les Carolingiens, c'était peut-être un siècle. Mais on en parle aujourd'hui partout. Il y a des civilisations qui nous diraient que 50 ans, mais on en parle toujours. C'est vrai. Voilà. 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 Donc si tu vois aujourd'hui des Zaïrois, ils sont tout le temps friands des habits des étrangers, ils veulent toujours ressembler à des Blancs. C'est des lacunes d'histoire. Parce qu'il y a un problème identitaire. Il y a un problème, il y a une insécurité intérieure. Voilà. Et cette insécurité intérieure, ils veulent le combler avec un vide externe. Voilà. Pour dire aux Blancs, c'est ce que j'ai dit dans le livre, ils tapent toujours des pieds et des mains pour espérer une reconnaissance de l'autre. Voilà. Bon, il y en a ça chez nous un peu, mais c'est plus présent en Afrique centrale. Voilà, ce genre de complexe. Je voulais qu'on développe un peu ce que tu dis dans le chapitre 11. Nous, contre l'Empire romain, tu fais un moment référence à la symbolique du film Le Parrain, avec une réplique de Don Corleone, dans le fait qu'il interdisait d'aller vendre la drogue autre que les Noirs. Voilà. Et qui stigmatisait les Noirs. Enfin, c'était pas des êtres humains. Voilà. C'est dans le film, hein? Ouais, non, mais je suis d'accord. T'as vu le film? Le Parrain, non, j'ai pas vu. Il le dit dans le film. C'est pas un film que j'ai regardé. T'as pas raté grand chose, hein? J'ai regardé Scarface, Le Parrain, ça m'a pas parlé plus que ça. Peut-être, t'as pas raté grand chose. Mais à l'heure actuelle, cette symbolique-là, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Du fait qu'il y a une incohérence entre le fait de vendre de la drogue aux Noirs et préserver les siens, et le fait de valoriser ce genre de banditisme qui te respecte pas en fait au final. Tu vois pas des rappeurs, ils s'appellent Gotti, Corleone. Nous on a même un petit frère à nous, il s'appelle Freeze Corleone. La première fois quand je suis allé au studio, je l'ai vu. Je dis pourquoi tu t'appelles comme ça? C'est des Italiens, tu sais bien, ils nous aiment pas. Mais je savais pas que lui, il est métis italien. D'accord. Il m'a expliqué, il m'a dit grand frère, t'as vu, moi je suis un peu italien, sénégalais. D'accord. Je dis moi je comprends. Il y a des rappeurs noirs qui s'appellent Gambino. Pourquoi tu t'appelles Gambino? Pourquoi tu t'appelles Gambino? Pourquoi pourquoi tu t'appelles Gotti? En plus, c'est tous des balances, des rats. Tout le monde le sait aujourd'hui. Allez sur YouTube, vous allez voir tous les mafieux que vous aimez, ils ont aujourd'hui des pages YouTube. La famille Lucchesi, les familles Gambino, la famille Colombo, les Sami Gravano. D'accord? Tous, ils ont tous collaboré. Ces histoires de Omerta,
Code de l'honneur, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas en Italie, ça. C'est du cinéma. C'est romancé, c'est pour vous faire saliver. Mais t'as toujours des rappeurs qui s'appellent Gambino, Gotti, Corleone, machin. Mais voilà. Comme voilà. tu le disais voilà, c'est tout. Comme tu le disais tout à l'heure. Pourquoi il s'appelle pas Sundiata, Mansa? Pourquoi il s'appelle pas Pololo? Pourquoi il s'appelle pas, voilà, pourquoi il prend pas Savimbi? Pourquoi il s'appelle pas Assimi Goïta? Pourquoi il s'appelle pas Ibrahima Traoré? Moi, je préfère un rappeur qui s'appelle Ibrahima Traoré. Mais bien sûr, mais c'est ça l'incohérence, et c'est pour ça qu'on en parle. Comme tu disais tout à l'heure, l'information, elle est disponible désormais. Voilà. C'est-à-dire que celui-là qui veut, il trouve. Voilà. Comment ça se fait qu'on a encore cette incohérence Voilà. de vouloir toujours être attiré par ce genre de marque? Ça s'explique par quoi? C'est pas de l'ignorance, parce que l'information est disponible. Voilà. Les gens qui achètent tout ce qui est Gucci, toutes ces choses-là, ils sont au courant que c'est des groupes, des marques qui ont participé des fois à l'esclavage ou qui sont des marques négrophobes. Ouais. Malgré qu'ils le savent. Il suffit d'aller dans leur magasin. Hein. Ça quand tu n'es pas star, hein. Il suffit qu'un noir il rentre dans leur magasin quand il n'est pas star. Et il est accueilli par un vigile noir qui le méprise aussi. Et le pire, c'est que les vigiles noirs qui sont à la porte, les Zaïrois ou je sais pas quoi, les Congolais ou même certains Sénégalais, vigiles, ils se croient importants parce qu'ils sont à la porte de Gucci ou de Fendi, alors que le mec, il est payé un SMIC. Si c'est pas de l'ignorance, qu'est-ce que c'est alors? Si l'information est disponible. C'est de l'arbinerie. Je sais pas si ça existe. C'est l'amour de l'arbinage. En étant conscient. Voilà. Voilà. C'est un cancer. C'est un cancer qui ronge notre peuple de l'intérieur, dont il doit être débarrassé. Dont il doit être débarrassé parce que ça nous empêche d'avancer. C'est un boulet qui nous empêche de nous élever. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, aucun rappeur noir ne devrait s'appeler Gambino ou Corleone ou Gotti ou machin ou je sais pas quoi. Aujourd'hui qu'on a les informations que c'est des balances, on a des informations que c'est des négrophobes, on a des informations que c'est des gens qui nous veulent du mal. Pourquoi se comparer avec eux? Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'on a des gens qui les mettent à l'amende. Qui les mettent à l'amende. Aucun d'entre eux ne pourrait survivre 30 minutes en Afrique du Sud. Ou au Lagos, tous ces mafieux. Albanais, je sais pas quoi, russes ou trucs comme ça. Ramène-les dans le ventre de la bête. Dans une grande capitale africaine. Il va pas servir. Voilà. Mais nous sommes des gens, même quand nous sommes conscients que nous sommes puissants, nous voulons quand même nous rabaisser devant eux. Alors c'est tout. Enfin, pour moi, c'est un problème au niveau psychologique et même des fois psychiatrique. Parce qu'on peut pas être conscient, normalement raisonner et avoir ce type de comportement. C'est pour ça que je parlais d'esclavage tout à l'heure et de colonisation, parce que je suis persuadé que ça laisse des séquelles au niveau état d'esprit, au niveau clairvoyance, au niveau réflexion. Et pour moi aussi, il y a un axe au niveau de la psychologie pour essayer des fois de déconstruire les choses, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas avoir l'information et continuer à acheter Gucci ou je sais pas quoi. C'est pas logique. Voilà, mais surtout si c'était pour se faire passer pour un caïd, moi je vous invite vous tous, allez voir aujourd'hui YouTube, tous les mafieux que vous avez, ils ont des chaînes YouTube qu'ils monétisent, où ils parlent comment ils ont balancé. Tous sans exception. Les 5 familles de New York, les familles de Philadelphie, ceux qui étaient à Las Vegas, tous sans exception. C'est tous des balances. Donc il y a aucune même gloire. si vous n'avez pas la fierté d'être noir, vous voulez pas quand même être assimilé à des balances. Voilà, je ne comprends pas aujourd'hui qu'un noir il s'appelle Gambino, Gotti ou machin comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est étonnant. Voilà. Je pense que c'est complètement, ça n'a aucun sens. C'est important qu'on en parle, en espérant que ça fasse réfléchir certaines personnes aussi. Parce que l'erreur est humaine, on a tous droit à l'erreur. Le tout, c'est de le reconnaître et d'évoluer. Voilà. Appelle-toi Ibrahima Traoré, appelle-toi même Dadis Camara si tu veux. Prends un nom africain, mon frère. Voilà. C'est pas des gangsters africains qui m'ont. Voilà, c'est pas ce qu'on met en avant. Hein, mais si tu veux être gang, voilà. Non, mais en tout cas, le message est passé. Comme je le disais dans l'introduction, le livre, c'est un livre que j'ai lu avec vraiment de l'attention. Merci. J'ai remarqué un certain style dans la syntaxe. Là, j'ai un passage pour moi qui m'a particulièrement marqué en termes d'esthétique. Et j'aimerais qu'on puisse le découvrir ensemble et que tu puisses nous en parler. Qu'est-ce qui où as-tu trouvé l'inspiration? Là, on est dans le chapitre 12, Etna. Donc, ce Etna, c'est un volcan d'Italie. Hein. Voilà. Déjà, pourquoi avoir nommé ce titre Etna?
C'était par poésie, surtout c'était un lieu qui m'avait vraiment marqué, parce que j'étais en Sicile. D'accord. Bon, toujours hein, par rapport à la recherche de l'histoire musulmane, de l'histoire de l'Afrique en Méditerranée. Et je me rappelle, j'avais rencontré un frère arabe là-bas, en Sicile. Il me dit, tu sais, il y a un village qui s'appelle Corleone. Je dis, mais tu crois que je suis venu en Sicile pour dire à mes frères noirs que je vais visiter Corleone? Des mecs qui disent qu'ils ne respectent pas. T'es malade ou quoi? Voilà. D'accord. Maintenant, Ok. voilà, donc je pense qu'il se reconnaîtra. Voilà, je ne vais pas dire ton nom, mais tu te reconnaîtras. Le frère Rebeu qui m'avait dit d'aller visiter Corleone, que j'avais vu à Palerme. Il m'avait dit, va visiter Corleone. On lui passe le salam s'il regarde la vidéo. Il regarde, il va regarder. À un moment, donc, dans le 3e paragraphe, tu écris « Le corps humain est un temple au sein duquel le souffle divin doit être préservé à tout instant par la remise en question permanente suivie de la bonne action qui le purifie, au risque d'être sujet à de graves dysfonctionnements, augurant un destin funeste pour l'homme. » Enfin, moi, quand je lis ça, je me dis, je ne retrouve pas le Alpha 520 des sons, de la musique et tout. Enfin, si c'était ce genre de choses que tu écrivais dans tes morceaux, moi, j'aurais écouté que ça dans ma jeunesse. Non, je peux pas écrire ça. Je me dis, quand je vais le voir, il faut que je comprenne la trajectoire, en fait, l'évolution, comment ça se fait que, voilà, c'est aussi, voilà, il y a un talent. Il y a un talent dans l'écriture. Et c'est tout à ton honneur. Franchement, je te dis, frère, c'est juste le fait de m'adresser à des frères comme toi. J'ai du respect pour toi. Donc, je dois m'adresser avec toi avec noblesse. Voilà. Donc, je te dis, il y a des chapitres que j'ai corrigés 20 fois. Ça veut dire ça, je ne l'ai pas écrit de la première. Ouais. Je suis rentré, j'ai écrit, je suis revenu. Ah, il y a mon frère qui va me dire, il faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Il y a ma sœur qui va me dire. Il y a quelqu'un qui a l'âge de mon père qui va me dire. Il y a mon fils qui va me dire. Il faut que je fasse attention. Je veux que cette œuvre, elle reste 500 ans, 1000 ans. Il faut que je fasse attention. C'est juste ça, frère. Mais tu sais, quand tu as de l'amour pour quelque chose, Dieu, il facilite tout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Dieu, il facilite tout. Quand il y a la sincérité voilà, Dieu, aussi. il facilite tout. Voilà, Dieu, il facilite tout. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est par la grâce de Dieu, tu vois, qui a installé en moi l'amour des miens. Voilà. Que ceci s'est produit. Voilà. C'est comme ça que je peux l'expliquer. En tout cas, c'est vraiment une œuvre qui apporte une plus-value. Ça, je pense que tous les lecteurs pourront le témoigner. C'est un livre qui apporte quelque chose. Voilà. C'est pas juste un livre qu'on lit et puis après qu'on repose et qui termine aux oubliettes. Même les photos, tu as dû voir les lieux dans lesquels je suis. Tu vois, c'est pas des lieux fortuits. C'est un livre il y a quoi? Il y a presque 300 pages de lecture et on a peut-être 60 pages de photos. Voilà. C'est un album photo à la fin de toute manière. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de lieux dans le même chapitre. Tu dis que tu voyages énormément pour connaître Dieu autrement. C'est une phrase qui m'a marqué également. Et effectivement, tu as un globe-trotteur, hein, je le disais dans l'interview, toujours en déplacement, toujours un peu à droite et à gauche. D'où te vient cette envie de... Bon, déjà, il faut en avoir les moyens, déjà. C'est pas tout le monde. Je pense que tout le monde aimerait voyager, mais il faut en avoir déjà les moyens. Mais cet amour pour aller dans les 4 coins du monde, là, dans les photos qu'on voit, quand je regarde les destinations, c'est pas forcément des destinations touristiques. Il y a beaucoup de pays que tout le monde connaît, mais c'est vrai que les noms des villes, c'est pas les capitales généralement. Tu vas dans des lieux qui sont un peu, voilà, aux extrémités des capitales. Donc, on sent aussi une recherche d'aller dans des paysages qui sont pas anodins. Pourquoi? Ça te vient d'où cette volonté? Eh ben, comme je t'ai dit, hein, tout ça, c'est pour voir Dieu autrement. Parce que je suis convaincu que même chez les non-musulmans, quand ils sont sincères, ils ont une manière de parler à Dieu qui m'aidera, moi, à m'épanouir dans l'islam. Et je ne pourrai jamais être un musulman épanoui tant que je ne respecterai pas toutes ces composantes-là. Voilà. Ils m'enrichissent, tu vois, que ce soit des cathédrales, des églises, parfois des temples, parfois des lieux de culte saccagés. Quand j'y mets les pieds, la première chose que je dis, c'est tout le temps, merci Seigneur. Merci. Merci de m'avoir fait découvrir ça. Une autre facette de toi. Voilà. Voilà, donc quand je vais dans un lieu, quand j'arrive dans un pays,
je regarde toujours les gens les plus délaissés parce que c'est chez eux en général que quand ils se laissent pas aller, c'est chez eux en général, c'est les gens les plus généreux. Ouais. En général. Ouais. Et c'est les gens les plus proches de Dieu, qu'ils soient musulmans ou non. Ouais. Voilà. Et tu as fait du coup des belles rencontres non musulmanes. Voilà, des belles rencontres. Je ne vais même pas dire des belles rencontres, des trucs où j'ai tellement appris chez des noirs et chez des non-noirs. D'accord? Et qui m'aident à m'accomplir en tant que musulman et en tant que noir. Voilà. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. Parce que généralement, en tant que musulman, on a... Après, ça dépend des personnes et des stades de maturité. Mais c'est vrai qu'en tant que musulman, on sait que le fait de voyager, ça ouvre l'esprit. Voilà. Et là, toi, tu en es la preuve concrète. Tu as eu l'expérience de voyager. Voilà. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans tes écrits. On sent une ouverture d'esprit. Tu n'es pas focalisé que sur les musulmans. Tu parles de beaucoup de cultures. On sent aussi une richesse au niveau culture générale. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris d'ordre général, en fait. C'était même pas forcément lié à l'islam. C'est au niveau de l'architecture, par exemple. Au niveau de ce que tu as décrit, des coins où tu as été. Donc, on sent vraiment que c'est un ouvrage, comme je te le disais, qui transpire la spiritualité musulmane, mais avec une ouverture aussi sur les autres cultures et les autres peuples. Voilà. Et c'est ça qui est fort, en fait. Voilà. C'est ça qui est fort dans cet ouvrage. Voilà, mais tu sais, cher frère Mohamed, on n'a pas besoin de rabaisser les autres pour nous élever. Voilà. Nous n'avons jamais dit que tout ce qu'il y a de bon, c'est chez les Noirs. Nous n'avons jamais dit que tout ce qu'il y a de bon, c'est chez les musulmans. Et Dieu ne l'a jamais dit dans le Coran, que tout ce qu'il y a de bon, c'est chez les musulmans. Dieu nous a dit de parcourir la terre. C'est vrai. Qu'il a dissimuler ses secrets partout. Voilà. Mais nous savons que nous sommes sur le bon chemin, mais nous devons aller collectionner partout de ce que les autres aussi, ils ont des bonnes choses chez eux, toujours pour renforcer notre chemin. Pour le rendre plus beau et pour inviter plus de gens à venir parce qu'ils vont retrouver eux tous leurs composantes là-dedans. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Non, je suis d'accord. Voilà. J'aimerais qu'on aborde à présent le chapitre 14 concernant la marche 400, la marche de la dignité. Donc, depuis 2014, c'est 2014 que tu as commencé. Donc, j'ai regardé. Bon, j'avais déjà suivi sur les réseaux par rapport à ce que tu avais engagé au niveau de la marche. Là, j'ai lu le chapitre. Pourquoi c'est parti d'où cette idée d'enclencher cette marche? Franchement, c'est parti tout le temps de sortir des sentiers battus, tu vois. Tu sais, une fois, j'étais à Nantes. Tu sais, j'étais même pas au courant. Mais j'étais là-bas avec un gars. Il me dit, tu sais, ici, il y a eu beaucoup d'esclavage, tout ça. C'est un port négrier. Je ne savais pas. C'était vers les années 2013. Un des premiers Moi, j'étais là-bas pour la Big Craft Tour avec du CP, avec des frères à moi de Grigny, tout ça. On était partis là-bas pour de la musique. Même si moi, je faisais plus, j'étais allé là-bas les accompagner. D'accord. Je suis allé, je me suis dit, mais c'est pas... Donc, en ce moment, on ne parlait que de 400 ans d'esclavage. Donc, à partir de ces lieux-là, je vais tracer 400 km et je vais marcher les 400 km. En même temps, ça me permettra de connaître un peu l'histoire de l'esclavage et tous les jours, je vais aborder un sujet. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les trucs venir ici prendre un pancarte. La manifestation, non. Moi, je vais faire des trucs dans la durée. Des trucs... C'est pas n'importe qui les fait. Voilà. Des trucs qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Déjà pour parler à mes enfants, avant tout, pour leur donner le bon exemple, pour parler à notre peuple. D'accord? Donc c'est dans ce sens que j'ai fait Paris, Nantes. Et j'ai commencé à Fleury, parce que pour moi, Fleury, maintenant, c'est le nouveau esclavage. Après, j'ai découvert qu'à Bordeaux, donc j'ai fait Nantes-Bordeaux. Bordeaux aussi, ouais. D'accord. Je suis passé par La Rochelle, qui était un autre port négrier. Le Havre aussi. T'es venu au Havre. Le Havre, c'est un port négrier aussi. On m'a dit même jusqu'à Saint-Malo et Dunkerque. Et j'ai toujours voulu faire Nantes jusqu'à Dunkerque. Passer par là avec tout ça. Mais j'ai pas pu le faire, celui-là. Après, j'ai fait un autre vraiment, c'est vraiment pour me faire plaisir. J'ai fait Orléans, Nantes. Mais tu vois, à chaque fois, ils finissent ou ils terminent ou ils commencent par Nantes. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, ça me permettait d'aborder l'esclavage. Ça me permettait moi-même de me dépasser et parfois aussi d'être seul. D'être seul parce que parfois, j'ai besoin toujours
dans mon épanouissement personnel et spirituel, toujours souvent d'être seul et de faire des actions où je m'éloigne un peu des gens. Voilà. C'est important, la retraite spirituelle. Voilà. Mais je suis un homme qui aime beaucoup la marche. Je fais beaucoup de marches. Je fais les montagnes, je suis toujours dans les déserts. Voilà, ça c'est mon truc. C'est mon truc, voilà. Sportif. Voilà. Non, je me considère pas comme sportif, mais... Faut faire ce que tu as fait. C'est pas tout le monde, hein. Moi-même qui est plus jeune que toi, 400 km à pied, je sais pas si je peux les faire. Voilà, il y a même pas un mois et demi, j'ai fait le plus haut sommet de l'Afrique du Nord, le mont Toubkal, 4167 mètres. D'accord. Donc là, on est dans des performances sportives. Voilà. Je voulais faire le Kilimanjaro. Mais l'argent qu'ils m'ont demandé, c'est beaucoup. Ils me demandent 2000 €. C'est pour ça que j'y vais pas. Quand même. Je voulais faire le Mont Blanc, le plus haut toit de l'Europe. Ils m'ont demandé 1700 €, j'y vais pas. Mais s'ils me demandent 200, 300 €, j'y vais. Je le fais pour montrer à notre peuple. Voilà. C'est rien, ça. C'est rien. Ce qu'on a à 45 ans, 50 ans, c'est que les autres peuples le font à 30 ans, nous on doit le faire à 50 ans. Il n'y a pas photo parce les performances ne doivent même pas être comparées. Je sais pas si tu comprends ça. Je vois. Voilà. Donc c'est rien pour moi, ça. Moi, tu me dis aujourd'hui, si j'ai le temps, j'ai de l'argent, je peux marcher jusqu'à Dakar. Par Allah. À l'époque, ceux qui faisaient le pèlerinage, ils y allaient à pied. Hein. Voilà. À l'époque, c'était ça. Voilà. Donc, pourquoi toi et moi, Mohamed, on ne peut pas le faire? Donc, le corps humain peut le faire. Voilà. Le corps humain. Après, c'est le mindset, c'est le mental. Voilà. Mais en tout cas, dès que j'aurai le temps, j'aimerais faire une marche au moins de 1000 km, 1500 km. Voilà, je sais pas, je vais faire ça d'où à où. Mais c'est une question de temps. Voilà, parce que ça, 1000 km, il me faut un bon mois. Un bon mois, ça veut dire un bon mois où j'ai pas d'entrée, je mange que mon argent, je suis dehors, voilà, ma famille me voit pas, c'est ça, quoi. C'est juste ça. C'est des sacrifices aussi. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est beau, ça. C'est inspirant. Voilà. C'est inspirant. Voilà. Mais une fois que tu fais ça, Mohamed, je te dis, je vais te dire une chose. Il y a plein de choses dans la vie qui te paraissent très relatives et trop petites. Non, mais c'est vrai que, après, en tant que musulman, c'est vrai que, comme tu le disais, le fait d'être, des fois en retraite, le fait loin d'être seul, c'est des caractéristiques du croyant, pour se rapprocher avec son Seigneur. Après, c'est vrai que les défis que tu prends de marche et tout, c'est vrai que c'est possible, mais c'est pas donné à tout le monde. Faut une certaine condition physique, et puis, faut l'envie, moi, je pense que surtout, faut l'envie, hein. Faut l'envie. C'est inspirant en tout cas, ça pousse au respect. C'est rien pour moi, ça, je te dis. Et je te dis, à mon âge, là, tu me dis si j'ai de l'eau. Nous sommes des gens de la savane. Nous sommes des gens de la savane. D'accord? Un peu des gens du désert. D'accord? Une gourde d'eau, quelques dattes, un tout petit peu de viande séchée. C'est rien. Nous ne sommes pas des mecs grassouillés dans des citadins grassouillés. C'est pas pareil. Non, c'est... Bon, tu connais, hein, toi, tu viens du pays. Voilà, même si tu restes si longtemps, tu sais de quoi je parle. Non, c'est sûr. Non, mais c'est clair. Voilà, c'est très dur de nous faire la guerre chez nous. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Je suis d'accord. C'est très, très dur. Écoute, j'essaierai de me mettre à la marche aussi. Inch'Allah, je sais que t'es un grand sportif. Là, j'aimerais qu'on aborde maintenant. J'ai quelques points de désaccord quand même. C'est normal. On est tous différents. Même si, comme je te l'ai dit, moi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Il y a beaucoup de points dans lesquels je me reconnais. Mais il y avait des points, je voulais qu'on puisse échanger, du moins. Moi, qui me considère comme avoir une vision panafricaine. Et en tant que panafricaniste, il y a des notions que des fois, j'ai du mal à comprendre sur tes positionnements. À mon sens, tout Africain a la volonté que l'Afrique devienne souveraine. Pour moi, c'est logique en fait. Il n'y a pas un Africain qui veut pas l'unité. Pour moi, on a tous ce dénominateur commun, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos ethnies, nos religions, nos spiritualités. Moi, j'ai vraiment cette vision de me dire, t'as beau ne pas partager la même spiritualité que moi, t'as beau ne pas être d'accord sur telle chose, t'as beau être différent au niveau de ta culture, mais ce qui nous rassemble, c'est quand même la dignité du peuple noir. C'est quand même avoir une Afrique forte et unie. Tu parles de l'Afrique ou du peuple noir? Parce que tout le peuple noir, déjà, il n'est pas en Afrique. Moi, je parle du peuple africain. Parce que le peuple africain, c'est lui qui subit. Tu parles du peuple noir ou du peuple africain? Parce que le peuple africain, il y a des blancs là-dedans. Du peuple noir. Je parle du peuple noir. Tu parles du peuple noir. Je parle du peuple noir. Est-ce que tu parles du peuple noir d'Afrique ou tu parles du peuple noir dans le monde? Je parle du peuple noir dans le monde, mais je parle d'un projet
qui viendrait rendre l'Afrique souveraine, indépendante, que l'Afrique devienne une puissance et aller dans le sens Mais qu'est-ce que l'Afrique d'abord? d'une unité au niveau politique de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique? Est-ce que Madagascar il fait partie de l'Afrique? Pour moi, oui. Est-ce que l'Arabie Saoudite fait partie de l'Afrique? Pas de l'Afrique subsaharienne. Hein? Pas de l'Afrique subsaharienne. Madagascar, c'est plus loin que l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est plus loin, mais au niveau des individus qui peuplent Madagascar, les Africains subsahariens, Tu es sûr? ils sont plus proches. Ils ont des origines plus proches que d'Afrique subsaharienne. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Est-ce que les Mauriciens, ils font partie de l'Afrique? Moi, je les considère comme des Africains, les Mauriciens. Mais pourquoi tu ne considères pas Comme les Antillais. Pourquoi tu ne considères pas les Yéménites, les Saoudiens comme des Africains? Pour moi, ils ont plus une culture maghrébine. Alors que les Africains subsahariens, ils ont une culture différente. Et comme on le disait tout à l'heure, les problématiques qui touchent les Africains, c'est des problématiques que tous les Africains subsahariens... Donc c'est un problème de noir. C'est pas un problème d'Afrique. Puisque toi-même, quand tu sors de l'Afrique, tu vas subir ce problème. Pour moi, tout noir, il subit ce problème. C'est un problème qu'il de soit noir. antillais, Donc c'est malgache. pas un problème d'Afrique. C'est un problème de noir. Mais l'Afrique doit s'organiser pour être une puissance. D'accord. Au niveau du panafricanisme, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Okay. Et c'est également la vision des prédécesseurs qui sont à l'initiative de ce mouvement-là. C'est qui sa prédécesseur? 100 ans, c'est pas prédécesseur. Ceux qui ont créé le mouvement panafricain, c'est un mouvement qui est né dans les Caraïbes. Voilà. C'est un mouvement qui est Donc venu répondre. déjà, ils ont réfléchi par rapport au problème. Une réponse à l'esclavage. Qui concernait là-bas. Qui concernait là-bas. Après, le mouvement, il a pris qu'ils ont translaté en Afrique. C'est ça. Parfois, il y a des bonnes choses. Parfois, il n'y a pas des bonnes choses. On est d'accord. Je suis d'accord. Okay. Mais, continue. Mais la finalité du mouvement panafricain, c'est, pour moi, à mon sens, après peut-être que tu as une autre vision, c'est quand même essayer de fédérer les Noirs, les Africains ou les Noirs, de les fédérer, de créer un projet commun, politique, pour que l'Afrique devienne une puissance. Ça, c'est la finalité. Après, il y a des étapes. On passe pas comme ça du jour au lendemain. Non, mais on veut devenir puissant ou on veut être respecté? Parce qu'il y a des gens puissants qui sont pas respectés. Non, le but, c'est quand même d'être respecté. Mais voilà, aussi, ça passe aussi par une puissance. Donc, attends. Ce qu'on veut, c'est que les Noirs soient respectés. Les Maghrébins à part. Les Mauriciens, tout ça à part. On veut que les Noirs soient respectés. Pas puissants, respectés. D'accord. Parce qu'il y a des Noirs puissants qui sont pas respectés. Oui. On est d'accord. Ça existe. Hein. Il y a plein de Noirs puissants qui ne sont pas respectés. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Noirs pauvres ou riches soient respectés. D'accord. Donc, ce n'est pas un problème d'Afrique, c'est un problème de Noirs. Un problème de Noirs. Voilà. Ok. Mais... Déjà, c'est sur le problème là. Bon, ok. Disons parce que l'Afrique, ça ne veut rien dire. Hein. Quand on dit ça, ça ne veut rien dire. En fait, si on parle d'Afrique, c'est parce que, certes, comme tu le dis, il y a les Noirs, mais il faut bien comprendre que avant l'arrivée de l'esclavage et de la colonisation, comme on l'a dit, il n'y avait pas cette balkanisation. On avait des royaumes, des empires. Il y a eu quelque chose, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et là, on a beau dire africain, noir ou pas, les pays d'Afrique, ce sont les pays les plus pauvres. Ce sont les pays qui sont démunis d'armes atomiques, qui pèsent rien au niveau de la table des négociations au niveau mondial. Ce sont les pays qui sont à la traîne. Donc forcément, si on veut reconstruire et redonner une dignité au peuple noir ou à l'Africain, ça passe quand même par une réorganisation au niveau politique des États africains, d'Afrique. Là, on parle vraiment géographique. Des États d'Afrique noire. Ouais. Faut pas dire africain, Afrique noire. Oui, on précise, Afrique noire. Afrique noire. Ok. Voilà. Et du coup, là où moi, j'ai toujours eu une divergence par rapport à des fois les prises de position que tu as eues, le panafricanisme, on a cette volonté de réunir et de devenir une puissance. Donc, quel est le problème au final? Pourquoi il y a des divisions et pourquoi c'est si compliqué de reconnaître le dénominateur commun qu'on a en fait? Que ça soit, là, on va être précis, hein, parce qu'il y a des gens qui travaillent contre le projet panafricain. Par exemple, il y a des Kémites qui sont vraiment en mode nationaliste, suprémaciste. Pour moi, eux, ils travaillent pas pour développer l'Afrique. Pour moi, c'est des ennemis. C'est comme ça que je les appelle. Les acteurs de la division. Mais les Kémites qui sont en mode nationaliste. Pour moi, c'est pas des gens qui travaillent pour le continent. Mais parmi ceux qui sont dans les spiritualités ancestrales, on a quand même des gens qui sont équilibrés. Ils ont leurs croyances. Par exemple, les gens qui sont dans l'afrocentricité, certains, ils n'ont pas cette notion de dire le noir, il est au-dessus. Eux, ils veulent juste ramener les choses dans le sens que ça part d'Afrique. Les choses partent d'Afrique, mais ils promotionnent pas un suprémaciste noir. Ils disent juste que non. Il y a l'eurocentrisme qui essaie de falsifier les choses.
l'afrocentricité, ça vient ramener des choses réelles au niveau de l'originalité africaine. Donc ça, moi, ça me dérange pas. Donc je me dis, chacun, on a un dénominateur commun. Donc pour moi, tout Africain, il doit avoir aussi cette volonté de s'inscrire dans ce projet panafricain. Et des fois, quand je t'entends parler, ou certaines prises de position, toi, des fois, t'es dans une rupture totale avec le panafricanisme, je sais pas, je me dis, mais je comprends pas, Alpha, il est dans un délire où il travaille pour la dignité de l'homme noir. Même là, dans tes écrits, c'est ce que je vois, que tu travailles pour la dignité de l'homme noir, la fierté, même au niveau de l'unité, parce qu'à un moment, tu parles de la négrière financière, c'est un business et que l'argent reste dans la communauté noire. Donc tout ça, pour moi, ça, c'est du panafricanisme. Donc pour moi, je me dis, mais pourquoi, dans ce cas, il y a cette rupture des fois avec le monde panafricain où toi tu te dis mais toi tu te reconnais pas du tout là-dedans. Toi c'est Halpoula, Sénégal, basta tu vois. Et le reste non, déjà, à gauche tu vois. Non ça c'est que tu caricatures. En fait. Non c'est pas que je caricature, c'est que des fois tu prends des positions fermes. Je me dis Alpha des fois il va trop loin. Je me dis mais c'est pour ça. Alpha est avant tout musulman. Avant d'être Halpoula, je pense que j'ai toujours musulman. Cher frère, on revient toujours à ce que je te dis tout à l'heure. La perception et la réalité. Avant d'être des Noirs, avant d'être des Africains, nous sommes d'abord des ethnies et des tribus. Ça, c'est notre premier identifiant. Le mot Afrique, dans le concept de nos ancêtres, il ne voulait rien dire. Absolument rien dire. De l'origine du terme, ça ne veut rien dire. Les tracés, ce qu'on nous a tracé, on nous a dit ça, c'est l'Afrique. Ça ne veut rien dire. Ça a été tracé par des colons. Ça veut dire le continent. Qu'on fait dire ça l'Afrique. Ça ne veut rien dire, ça. N'empêche, nous faisons tous face à un problème en tant que Noirs. En tant que Noirs, j'ai dit. Donc pas en tant qu'Africain, en tant que Noir. C'est le même problème que le Kanak, c'est le même problème que l'Aborigène, c'est le même problème que ton fils va faire face, c'est le même problème que mon fils va faire face. Quand il va sortir du continent, on va lui manquer de respect par rapport à son épiderme. Donc nous avons un problème à l'extérieur de l'Afrique qu'on doit corriger. C'est la perception qui est mauvaise. Je suis d'accord. D'accord. Et dans ce cas, on doit tous travailler dans la dignité du peuple noir. D'accord. Tous les efforts doivent être conjugués pour ça. D'accord. Mais le fait de vouloir nous tous nous dissoudre, nous dire qu'on est pareil que des Camerounais, que des Zambiens, avec tout le respect que je leur dois, que des Zimbabwéens, non. Non, tu as ta culture, bien sûr. J'ai ma culture, bien sûr. Et ma culture, elle est unique. Ta culture, elle est unique. Si tu te laisses fondre sous prétexte que les autres nous manquent de respect, tu ne seras jamais qui tu es et tu n'auras jamais ce que tu devras avoir. Je suis d'accord. D'accord. Il faut savoir séparer ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, à l'intérieur du continent, nous sommes des ethnies et des tribus. Mais à l'extérieur, le monde entier est notre ennemi, nous devons faire bloc. Mais nous ne devons jamais oublier que nous sommes des Halpulaar, des Soninké, des Bambara, des Mandingues, des trucs comme ça. Voilà, parce que c'est ça qui fait notre beauté. C'est ça. Voilà, c'est ça que je vais dire dans le voilà, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas contre les panafricains. Toi, ta démarche, elle n'est pas africaine. Dans ce cas, ta démarche, elle n'est pas africaine. Moi, je suis pour la dignité des Noirs. Mais ça rejoint. Ça rejoint. Parce que c'est ce que... Mais après, il y a aussi des gens qui comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est le panafricanisme. Parce que le panafricanisme aussi, on a tout mis dedans. Il y en a, il y a les kémites qui se l'ont attribué. En se disant, c'est les Noirs les meilleurs, c'est eux les panafricains. Alors que le panafricanisme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'unité juste des peuples dans la diversité. En respectant la diversité de chacun. Mais le but, le dénominateur commun, comme je dis souvent, c'est que l'Afrique se relève, en fait. Après, on peut dire les Noirs, les Africains, tout, mais c'est quand même qu'on se relève, qu'on se respecte, qu'on soit respecté. On n'a pas un problème d'Afrique, on a un problème de Noirs. Ouais. On n'a pas un problème d'Afrique. On a un problème de Noirs. Le monde n'est pas l'Afrique. Le monde est les Noirs. Si demain, l'Afrique elle est remplacée par des Blancs, personne ne va détester l'Afrique. Je suis d'accord. Si demain on nous amène en Europe, les gens vont détester l'Europe. C'est vrai. On a un problème de Noirs. On n'a pas un problème d'Afrique. Voilà, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est vrai. Tu sais, on est en train de chercher des alliés à gauche, à droite. On a un problème de Noirs. On n'a pas d'amis dans ce monde. C'est ça qu'on faut qu'on comprenne. On a un problème de Noirs. Mais pour pallier ce problème-là, on est quand même obligé de se réunir, même si on est différents. Voilà. Et d'aller dans le même sens. Voilà, je suis d'accord. Ça, c'était vraiment... d'accord, mais faut pas nous dire qu'on est des Zimbabwéens ou qu'on est des Béninois. On l'est pas. Chacun voilà. est ce qu'il est. Voilà. Chacun est ce qu'il est. On n'est pas des Égyptiens.
Voilà. Ça aussi. Ouais. C'est un point aussi que je voulais qu'on aborde. Mais est-ce que c'est clair au moins ce que j'ai dit? Non, c'est bon, pour moi, c'est clair. C'est juste que, c'est bon. pour moi, le panafricanisme, il réunit, il divise pas. Et si on est dans l'unité, si on est dans le fait de vouloir fédérer, pour moi, c'est normal qu'on soit panafricaniste. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'incohérence entre être musulman et être panafricaniste, par exemple. Non. Comme certains, ils pourraient le dire. Non. Ou être chrétien ou La panafricaniste. dignité du peuple noir fait partie intégrante de l'islam. Comme la dignité de l'homme. Voilà. Moi, Mais c'est... donc, je n'aurais jamais. Surtout, c'est un problème que tes enfants font. Bien sûr. Que mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Donc, si je ne combats pas ce problème, je suis qui? Voilà, bah, ok. Seulement, faut pas me dire, moi, d'abandonner ma culture sous prétexte de ton panafricanisme. Non, je préfère être seul dans ce cas. Bah, mais ça, c'est pas les fondements du panafricanisme aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas cette notion-là. Et ils se perdent. Et c'est pour ça que c'est important quand même de le repréciser, parce que tous les panafricanismes en mode extrémiste, kémite, je sais pas quoi, ils se basent bien sur des panafricanismes, des fois qui étaient musulmans, comme Cheikh Anta Diop, ou des gens comme Malcolm X, ou des gens comme Kwame Nkrumah, ou des gens, aujourd'hui, si on doit parler aujourd'hui des Assami Goïta, c'est des gens qui sont musulmans. Tous les gens, les acteurs panafricains qui sont dans le concret, que ça soit le Burkina Faso, que ça soit c'est des musulmans d'ailleurs. c'est des musulmans. Voilà. Donc à un moment donné, il faut être clair et précis et arrêter d'être dans une suprématie, je sais pas quoi, tu vois. C'est eux, ils travaillent pour une autre idéologie. Les gens, ils veulent pas leur dire la vérité. Mais personne ne travaille pour l'Afrique plus que les musulmans noirs. Pour l'instant, faut dire la vérité. Mais exactement. Personne. Exactement. Personne. Exactement. Personne. Personne, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan militaire, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Même ce qu'ils mettent en avant, que moi je ne mets même pas en avant. Les plus riches en Afrique sont les musulmans noirs. Avant de clôturer, je voulais qu'on aborde le point également, comme tu l'as dit tout à l'heure. On n'est pas des. Il y a une phrase que tu dis. Bon, je vais la ressortir parce qu'elle est pleine de sens par rapport à ce que tu penses sur le sujet. À un moment, tu dis je pense que c'est toujours dans le même chapitre, sur l'égyptologie, islam et panafricanisme. À défaut de pouvoir nous réinventer, on préfère s'approprier les réussites des autres, en les accusant d'être les usurpateurs de nos anciennes sciences, pour ainsi nous racheter une bonne conscience. Donc, également, tu dis au niveau de l'Égypte que l'Égypte est la branche, ça m'a fait rire, à laquelle s'accrochent les faux nègres en désespoir d'histoire. Voilà, c'est plus, tu vois, dans ce type de réflexion-là, je me dis, Alpha, il est incisif. Il va des fois trop loin ça manque de nuance, en fait, parce que l'Égypte, moi, je comprends ce que tu veux dire, hein, quand tu dis, ouais, le cancer. Rattaché au, Quand il y a un cancer à la jambe, tu coupes ou pas? Ouais. Voilà, c'est ça. Mais, c'est ça, c'est juste ça. Ok. Quand il y a un cancer à la jambe, faut pas laisser le cancer se propager. Il y a un cancer d'égyptologie. Oui, mais on peut quand même être dans le juste milieu. Non. On n'a pas à être dans le juste milieu. Quand il y a le cancer, il n'y a pas à être dans le juste milieu. Le juste milieu. Parce que ça veut dire que le mal, il est déjà loin. Le juste milieu, tu peux être quand la maladie n'est pas propagée. Mais là où on est aujourd'hui, on est dans une phase où il faut prendre des décisions, des grandes décisions, des décisions radicales. Ok, mais ça n'empêche que la vérité reste la vérité quand même. Regarde, comme tout à l'heure tu disais, nous on est des Halpoula, on sait d'où on vient, on a nos traditions, on a nos Ada, on a nos Chosan, on sait nos ancêtres, un minimum, on sait qui. Moi, on sait qu'on n'est pas des Égyptiens directement, mais ça n'empêche que, comme Cheikh Anta Diop il a démontré, comme des professeurs comme des personnes comme Théophile Obenga, ils ont fait la parenté entre les langues anciennes africaines, et par exemple le Wolof ou le Peul, ils ont démontré au niveau des cultures, au niveau des totems. Mais est-ce que tu sais qu'avant ça, déjà, donc il y a bien un lien en fait. Avant ça, il y a déjà des savants, avant Cheikh Anta Diop, il y a des gens comme Yoro Sarr, vers 1915, qui déjà avait écrit des livres sur la provenance des Wolofs, des Sérères, au niveau des migrations, de la vallée du Nil. De la vallée du Nil. Mais dans ce cas, la tradition soninké, elle explique que les soninké viennent d'Aswan. Mais, donc, tu le sais. Mais qui t'a dit que c'était pas les esclaves d'Aswan? Voilà. Dans la société égyptienne, il y avait les Wawat, il y avait les Kouchites, il y avait les Béjaï, il y avait les Égyptiens du Nord, il y avait les Égyptiens du Sud. Ils n'avaient pas les mêmes. C'est toujours les tribus vaincues en général qui fuient.
Mais là, ce que tu dis là, Voilà. là c'est précis. On Voilà. sait, là, on est dans la nuance. Voilà. Là, t'es pas. je suis pas Mais dans- après, quand tu dis que ouais, mais du coup. non, mais moi, je parle même pas de toi. Ouais. Parce que nous, la plupart d'entre nous, on sait qu'on vient d'Égypte. Mais ça ne nous intéresse même pas. Oui, mais c'est un fait. D'accord. C'est une vérité. Mais les Aïrois, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils viennent d'Égypte? Les Ouais. Zimbabwéens, qu'ils nous lancent une seule preuve qu'ils viennent d'Égypte. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ils ne parlent jamais de leur pays. Ils ne parlent que de l'Égypte. C'est pour Ouais. ça que je dis un désespoir d'histoire. C'est pourquoi j'utilise des mots forts comme ça. C'est pour les pousser à avoir le Congo médiéval, le Congo antique, le Congo moderne, réfléchir là-dedans, refaire des recherches. Avec tout le respect que l'on doit à notre grand Cheikh Anta Diop, qui est une lumière pour notre continent, qui est un phare pour notre continent. C'est basé sur la linguistique seulement. Il n'y avait pas que ça. Hein. Non, je te dis, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux me citer une seule équipe d'archéologie subsaharienne sérieuse? Cheikh Anta Diop au colloque du Caire en 74, Ouais. avec Théophile Obenga et tout, ils ont démontré, ils ont mis à genoux tous les égyptologues du monde entier. Ils ont mis... Avec plein de. C'était pas que la linguistique. J'ai hein. compris. Il a fait les analyses J'ai compris, biologiques. non. Il a tout fait. Mon ami. Donc, l'égyptologie, depuis la mort de Cheikh Anta Diop, l'égyptologie africaine, elle est au point mort. Depuis 1986, on n'a pas fait un seul pas. Dès qu'on parle aux Africains, ils te parlent de... Vous imaginez, si Cheikh Anta Diop il faisait comme nous, il a fait des travaux. C'est pas la parole d'évangile, Cheikh Anta Diop. Je sais. Ça veut dire que ça veut dire il a posé les bases d'un travail pour nous. Ouais, ça c'est sûr. D'accord? Pour que toi, lui, les Aïrois, le Congolais, aillent encore le dépasser. Mais Cheikh Anta Diop, c'est devenu le plafond de la connaissance. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Depuis, ils ont produit quoi? Depuis la mort de Cheikh Anta Diop, ils ont produit quoi? Non, rien. Le néant. Ça s'appuie sur ces. Le néant. Ah. Le néant. On peut appeler ça une civilisation vivante. Non, sur ça, je te rejoins. Cheikh Anta Diop, à lui, tout seul. Regardez tout ce qu'il a fait. Bien sûr, bien sûr. Tout seul. Bien sûr. Il a affronté tout seul. Bien sûr. Maintenant, vous avez plus de moyens que Cheikh Anta Diop. Vous avez plus d'informations que Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, il n'avait même pas les moyens de faire des fouilles archéologiques. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Son laboratoire, il est presque était à l'abandon. Les gens, ils ne savent pas ça au Sénégal. Hein? Il était presque à l'abandon. Vous avez les moyens. Pourquoi aujourd'hui on ne commissionne pas des vrais scientifiques africains? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Si ce que vous dites est vrai, allez les vérifier aujourd'hui, puisqu'il y a d'autres gens qui sont venus contester les travaux de Cheikh Anta Diop. C'est comme ça la science. La science, ce n'est jamais acquis. Non, bien sûr, bien sûr. Il faut Cheikh Anta Diop, il a émis des thèses qui ont survécu jusqu'à que d'autres gens sont venus les contester. C'est à vous de venir de recontextualiser le travail de Cheikh Anta Diop. Pas toujours rester sur les thèses de 74. Bien sûr, bien sûr. Non, je suis d'accord. Quelle honte! Je suis d'accord, je suis d'accord. Quelle honte! Et puis, deuxièmement, ça nous pousse à de la paresse, ces histoires d'Égypte-là. C'est comme si dire que depuis 3000 ans, il n'y a aucune civilisation brillante en Égypte, en Afrique. Moi, sur ça, je suis d'accord avec toi. Je sais, ça. Non, mais attends, c'est comme dire que depuis 3000 ans, il n'y a aucune civilisation brillante en Afrique. Voilà, depuis 3000 ans, on est au point mort. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'était quand même important de le préciser quand même, parce que moi, je sais que tu sais les choses. Voilà. Moi, je pouvais pas me dire qu'Alpha, il n'est pas au courant que avant d'être, on est où, on est des halpoula et tout, on a nos trucs, mais il y a quand même encore au-dessus. Il y a au-dessus, et ça nous ramène vers l'Égypte. Voilà. Moi, je sais que ça, je le sais, mais quand des fois, je te parler, tu disais, nous, on a l'arabe avec l'Égypte. Moi, rupture totale. Rupture totale. Je préconise la rupture. Jusqu'à la guérison de cette maladie, de ce cancer, je préconise la rupture totale. Voilà. Mais, parce que l'Égypte aujourd'hui nous est pas utile. Non, mais ça. Nous est pas utile. Faut pas rester non mais plus. regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. L'Égypte. Aujourd'hui, les Arabes ils disent c'est l'Égypte. On sait bien que c'est pas. Mais l'Égypte aujourd'hui, c'est une république arabe. Non, c'est vrai, ça. C'est une république arabe qui n'a rien à voir avec l'Afrique, qui ne veut rien avoir avec l'Afrique. Ayons un peu de dignité, voilà. Parlons de... Non, c'est... Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Parlons de qui nous sommes réellement, intrinsèquement, et arrêtons, voilà. Ok. Dans le fond, on est synchro, mais il fallait quand même qu'on échange là-dessus quand même, tu vois. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est important d'être précis quand même, tu vois, sur ce point-là. Voilà. Mais je sais que moi, j'étais en Égypte. Je peux te dire une chose.
aucune civilisation n'arrive au chevet de ce que les Égyptiens ont. Ah, tu le dis dans le livre, là, j'ai vu un mot. Non, c'est vrai, tu précises. Voilà, intrinsèquement. Voilà. Aucune civilisation n'arrive à la cheville de ce que les Égyptiens ont accompli. Mais je parle parce que j'ai vu. De toi, on m'a pas raconté j'ai pas dit chez Anta Diop, j'ai vu. Non, mais il y a les photos de toute manière. J'ai vu. Il y a toutes les photos là. J'ai vu, j'y étais, je suis descendu dans les plis profonds de pyramide, dans les plis grands cercueils, je suis rentré, où tu te plies en deux, où tu marques 400, 500 mètres dans les tombes, je l'ai fait. Ces gens, ils sont dans notre monde. Voilà. Ah oui, donc, voilà. Donc, ils sont dans notre monde. Donc, on a... Mais c'est pas des aérois. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je veux. Faut arrêter. Voilà, c'est pas des nouveaux Sénégalais aussi. Voilà, si c'est ce que vous, avant qu'on dise. Non, après, faut. Voilà. Non, moi, je suis toujours dans le truc de me dire, on dit la vérité, tu vois. Voilà. Faut dire la vérité. Voilà. On peut pas balayer d'un revers de main des choses alors qu'on sait c'est la vérité, sans forcément s'accrocher à ça et être en mode toujours s'en ramener à ça, tu vois. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même dire la vérité, tu vois. La vérité, rien n'empêche de. Mais je l'ai dit dans le livre des mots. Dans le livre des mots, j'ai tout dit. J'ai vu tout ce que j'ai dit ce que j'ai vu. J'ai pas dit Cheikh Anta Diop a dit, j'ai vu ce que j'ai vu. Cheikh Anta Diop, c'est mon grand. Je ne lui arrive même pas à l'orteil. C'est mon grand. Voilà. C'est l'une des plus grandes lumières de notre pays, de notre peuple, de notre continent. Grand savant du XXe siècle. Voilà. Voilà, faut arrêter le cinéma. Voilà. On arrive à la fin de cet échange, un échange très riche. Malheureusement, on aurait pu encore rester à débattre sur plein de chapitres. Il y a encore plein de thèmes. Bon, peut-être dans un futur, Inch'Allah. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on a déjà, je pense qu'on a suscité l'envie chez les futurs lecteurs de s'approprier le livre, que vraiment je recommande à tous. C'est vraiment un travail de longue haleine. Je vous le remonte une nouvelle fois. Comme à l'accoutumée, il y aura le lien dans la description pour ceux qui veulent se le procurer. Il y aura le lien, c'est sur le site internet que tu as créé. Voilà. S'il y a d'autres liens, on les mettra ici. S'il y a Amazon, s'il y a d'autres choses, on les mettra. Mais en tout cas, vous pourrez accéder au livre avec le lien qui est dans la description. Pour conclusion, comme j'ai l'habitude de le faire, j'offre le dernier mot à mes invités. Généralement, je leur demande d'adresser un message à la communauté noire. Tu es quelqu'un qui est beaucoup suivi dans les quartiers, du moins dans les quartiers de France, dans la communauté africaine et par extension dans la communauté noire, vu qu'il y a les Africains, il y a les Noirs. Quel message adresserais-tu à la communauté? Bon, avant tout, d'abord, en tout cas, merci encore. Merci à toi. Merci vraiment de m'avoir invité. Merci à toi. Je voudrais juste préciser que les photos qui sont dans le livre, ce n'est pas pour faire beau. C'est pour dire que tout ce dont j'ai parlé dans le livre, j'y étais. Et en bas de chaque photo, il y a la date où j'y étais. C'est vrai. Et il y a le lieu. C'est vrai. C'est ma part de vérité. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est ma part de vérité. C'est ma contribution à notre histoire. D'accord? Donc, tout ce que... Message à la communauté noire, je pense que je l'ai déjà dit, ne négociez pas l'honneur. C'est tout. Je continuerai toujours à dire ça. Ne négociez pas l'honneur. Voilà. C'était simple et efficace. Voilà. En tout cas, je te remercie, Alpha, Ousmane. Merci beaucoup pour cette interview. Et que du khayr pour la suite. Que là, de mettre la baraka dans tout ce que tu fais, dans tes proches et dans tes biens. Voilà, j'ai oublié aussi de dire, beaucoup de frères m'ont demandé de mettre les livres en version poche parce que le format que tu as, on ne peut pas se déplacer aisément avec. Donc là, le format poche, il va arriver. Les premières livraisons, ils seront début mars, Inch'Allah. Voilà, donc j'ai fait un format poche plus réduit. D'accord, comme ça on peut le transporter partout. Les gens ils peuvent aller au travail avec, quand ils vont en vacances, quand ils vont à la plage, quand ils vont au cinéma, ils peuvent l'amener avec eux, quand ils sont dans le métro. D'accord. Voilà, tout ça c'est pour vulgariser la science. Voilà, c'est dans ce sens que je l'ai fait. Et il est disponible sur mon site www.lanationdesjustes.com. De toute façon, le lien sera en bas. On mettra le lien. C'était Black Spirit et Rose. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité aussi inspirant que monsieur Ousmane Badara. Non, c'est toi qui es inspirant. Alors qu'on a fait ton frère. Non, en tout cas.